Et l'invité de Paris Direct aujourd'hui, justement, à ce propos, c'est vous, Florence Thune. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la directrice générale de SIDAction, la principale association française de lutte contre le sida et de soutien à la recherche. Vous êtes donc notre invitée en ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. Cette journée du 1er décembre a 33 ans cette année. Le sida, lui, a à peu près 40 ans. En 40 ans, la maladie a tué 36 millions de personnes dans le monde, près de 700 000 personnes en 2020. De quoi meurent les malades du sida aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les malades qui meurent effectivement et qui sont au stade de sida développent malheureusement les maladies opportunistes qu'on connaît depuis 40 ans. Hein. Et notamment, une des principales causes dans de nombreux pays, c'est la tuberculose. On l'a vu dans votre reportage tout à l'heure en RDC. On a différentes infections qui peuvent être des infections neurologiques, pulmonaires, et qui effectivement mènent irrémédiablement au décès en l'absence de traitement. Aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH. Florence Thune, une personne diagnostiquée a presque la même espérance de vie qu'une personne séronégative, à condition de pouvoir être traitée, d'avoir accès aux traitements antirétroviraux. Oui, tout à fait. En fait, les progrès ont été formidables sur cet aspect, puisque à la fois une personne qui est sous traitement reste en bonne santé, et ça c'est vraiment important de le dire, vous le disiez effectivement à l'instant, et en plus le traitement a un effet préventif. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir le rappeler aujourd'hui, puisque aujourd'hui une personne qui est sous traitement n'a aucun risque de transmettre le VIH à son partenaire. Donc ça veut dire vraiment très concrètement qu'on peut avoir par exemple une relation sexuelle sans préservatif, et grâce au traitement il n'y a aucun risque de transmettre le VIH. Et si on insiste vraiment là-dessus, c'est que c'est un des moyens de contrôle de l'épidémie au niveau mondial. Encore faut-il, et on le disait bien sûr dans nos reportages, avoir accès à ces traitements antirétroviraux. C'est le cas dans les pays riches, c'est moins le cas, notamment sur le continent africain, qui est le continent dans le monde aujourd'hui où il y a le plus de malades, soit séropositifs, soit malades du sida. Vous êtes l'exemple, Florence Thune, qu'on peut vivre normalement quand on a le VIH. Vous êtes séropositif depuis une vingtaine d'années. Quand vous l'avez appris à la fin des années 90, vous dites que vous pensiez que vous alliez mourir en quelques mois. Et pour la petite histoire, c'est une star de la NBA, oui, qui l'eût cru, qui a changé le cours des choses. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Quand je l'ai appris, j'étais finalement très peu informée sur les nouveaux traitements. Donc le médecin avait beau me dire qu'il y avait de l'espoir, je n'y ai pas du tout cru. Et en fait, 3 mois après mon diagnostic, j'ai eu la chance, en tout cas le hasard, de voir Magic Johnson, effectivement à la télé, qui parlait de sa séropositivité et surtout des traitements qui venaient d'arriver et qui permettaient pour lui de rester en vie. Et en fait, de voir une personne séropositive, et c'est là l'importance du témoignage, de voir une personne séropositive dire directement « je vais bien grâce à ces traitements », ça m'a vraiment redonné l'espoir. Et à la fois, j'ai cru que j'allais vivre et en même temps, j'ai vu aussi la force du témoignage. Et vous allez bien ? Je vais bien, effectivement. Je dis souvent que je vieillis avec le VIH. J'ai cru que j'allais mourir avec le VIH, mais je vieillis avec le VIH et c'est plutôt finalement une bonne nouvelle. Vous vous êtes interdite, vous le disiez, comme beaucoup, toute relation sexuelle pendant des années, comme d'autres malades, et vous l'avez redit tout à l'heure, et on le redit, être sous traitement aujourd'hui permet de ne pas contaminer son partenaire. Vous témoignez aussi pour inciter à la prévention, on va y revenir, et aussi parce que être séropositif, y compris en France, aujourd'hui, en 2021, ça veut dire encore au quotidien être discriminé. Oui, tout à fait. Hein. Ça, on y a énormément de progrès médicaux, mais la discrimination perdure. C'est vraiment un obstacle quand on vit avec le VIH. On a encore, on l'a vu sur les dernières enquêtes, hein, une récente enquête du CRIPS montre que 27% des parents sont inquiets si l'enseignant de leurs enfants est séropositif. On voit aussi que les idées fausses perdurent, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, hein, en pensant qu'il y a un danger à embrasser une personne séropositive. On en est encore là. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on est vraiment sur des idées fausses qui persistent, parce que justement on ne parle plus du VIH, et ce qui reste finalement, ce sont les fantasmes, les peurs, et qui font finalement beaucoup de mal et qui font obstacle en fait aux avancées. Et puis au quotidien, par exemple, pour obtenir une assurance vie, pour se faire soigner, je vous racontais souvent que on vous a déjà refusé des soins chez le dentiste, par exemple. Là aussi, il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Oui, parce qu'il y a parfois des obstacles chez le personnel de santé, là où on s'y attend le moins, effectivement. J'ai eu le cas avec un dentiste qui a fait un refus de soins, alors déguisé, hein, parce qu'on ne vous dit jamais qu'on vous refuse de vous soigner parce que vous êtes séropositif. Mais effectivement, on fait face à cette discrimination, et qui explique aussi que les personnes ont souvent peur d'aller se faire dépister parce qu'elles se disent « je vais vivre ces discriminations ». On voyait tout à l'heure dans votre reportage la personne qui témoigne à visage caché. Voilà, on a du mal à témoigner à visage découvert aujourd'hui.
La génération des années 80-90, qui est la vôtre, qui est la mienne, était pétrie de cette inquiétude par rapport au sida, peut-être plus la mienne d'ailleurs. Quel est le rapport au sida de la génération qui commence sa vie sexuelle aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années? Alors, malheureusement, beaucoup de jeunes se sentent finalement moins concernés. On a ce phénomène de super-héros qu'on a pu voir dans certains de nos sondages. Et on voit que finalement le VIH est quelque chose qui est éloigné de leurs préoccupations. Alors qu'aujourd'hui, on veut vraiment rappeler que le VIH est toujours là. Un tiers des jeunes se sentent mal informés. Donc c'est vraiment important, notamment et dans tous les pays du monde, de pouvoir vraiment faire l'éducation à la sexualité chez les plus jeunes en tant qu'adolescents. On est vraiment aussi inquiet. Je rappelle que, par exemple, en Afrique, les 10-19 ans ont vraiment une mortalité importante par rapport au sida. Donc c'est vraiment important de retravailler sur la prévention auprès des jeunes filles, auprès des jeunes de manière générale, pour qu'ils se sentent informés, qu'ils puissent avoir une sexualité épanouie et avoir vraiment les moyens de se saisir des outils de prévention qui existent. La prévention, ça passe, vous l'avez dit, par l'éducation sexuelle et le recours systématique au préservatif. Pour SIDAction, vous faites cette campagne qui est assez décalée, j'allais dire, enfin presque drôle, de scènes de films dans lesquels vous avez rajouté un préservatif. Typiquement au cinéma, ce sont des scènes qu'on ne voit absolument jamais, dans des scènes d'amour, d'acteurs qui mettent des préservatifs, alors que ça devrait peut-être être le cas. Voilà, en tout cas, on enlève, il y a un côté glamour et hop, le préservatif, évidemment, n'a pas, dans ces films, malheureusement, sa place. On voulait rappeler en tout cas que c'était aussi un geste simple. On a rappelé aussi à travers le site d'information qu'il y a d'autres aussi moyens de prévention, comme la PrEP, qui est un traitement préventif. Voilà, c'était l'occasion de rappeler ce petit geste et ce petit outil qui est très accessible. Petit geste et grande importance. La pandémie de Covid-19, bien sûr, est venue percuter depuis 2 ans celle du sida. En quoi cette pandémie de Covid a freiné à la fois peut-être le dépistage et puis aussi peut-être a compliqué la recherche sur le sida? Oui, tout à fait. On a vraiment un impact négatif de l'épidémie de Covid sur l'épidémie de VIH, sur l'accès au dépistage. On a une baisse du dépistage dans tous les pays du monde, en France et partout dans le monde. En France, il y a une baisse de 14% du nombre de dépistages par rapport à ce qui était prévu. Et c'est vraiment une forte inquiétude, puisque on sait que cet accès au dépistage est vraiment un enjeu pour contrôler l'épidémie. Et puis, évidemment, la recherche s'est ralentie, puisque la recherche est beaucoup consacrée, évidemment, à l'épidémie de Covid. Ce qu'on note aussi, malgré tout, c'est que toutes les recherches qui ont été faites sur le VIH ont bénéficié aussi à la recherche sur le Covid, et inversement. Et vice-versa, notamment autour de la recherche sur des vaccins à ARN messager. Ça peut faire vase communicant entre les chercheurs? Alors, en tout cas, on espère qu'effectivement, c'est une nouvelle piste. Voilà, un essai est en train de commencer effectivement avec l'ARN messager. On a appris en 40 ans de lutte contre le VIH à être prudent et patient. Donc, c'est effectivement un nouvel espoir. Voilà, on est attentif, on aura les résultats dans quelques années. Précisément, on a vu en plusieurs mois, en quelques mois à peine, plusieurs vaccins sortir contre le Covid-19. On l'a dit, le virus du sida a été officiellement découvert en 1983, notamment par des chercheurs français. Pourquoi est-ce qu'après des années de recherche, parce que la recherche est très réelle sur le sujet, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vaccin aujourd'hui? Alors, on n'a pas de vaccin aujourd'hui parce que le VIH est vraiment très très différent du virus du SARS-CoV-2. On a un virus qui mute énormément. Chez une même personne, on peut avoir plusieurs variants en fait, du VIH. Beaucoup plus que le Covid. Voilà, tout à fait. C'est vraiment sans aucune mesure. Et on a effectivement, aujourd'hui, on bute sur la difficulté de trouver un vaccin qui est efficace contre tous ces variants. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel butent les chercheurs depuis de nombreuses années, et malgré leur investissement, malgré les nombreuses recherches. Donc voilà, on espère toujours, et c'est pour ça qu'on met l'importance sur l'accès au dépistage, la prévention, la mise sous traitement, parce que ce sont des moyens pour contrôler l'épidémie. Et puis l'argent, bien sûr, est le nerf de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux s'intéressent assez à cette maladie dont on le rappelle qui a tué 700 000 personnes l'année dernière? Alors, on trouvait là qu'ils ne s'intéressent pas assez au VIH, et notamment, et c'est un point d'intention pour SIDAction, notamment au traitement pour les enfants, puisqu'on a encore un nombre important d'enfants qui aujourd'hui sont infectés par le VIH dans le monde, et par exemple les formes de médicaments ne sont pas toujours adaptées aux plus petits. On a vraiment des enfants qui ne sont pas suffisamment sous traitement dans le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, on a seulement
seulement 36% des enfants qui sont sous traitement. Donc on a un vrai enjeu pour les laboratoires à diversifier les traitements disponibles pour ces enfants et ne plus avoir un enfant qui s'infecte toutes les 2 minutes dans le monde. Pardon peut-être pour la naïveté de ma question, mais est-ce que quelqu'un qui est sous antirétroviral aujourd'hui peut avoir une grossesse et ne pas donner le virus à son enfant? Tout à fait. C'était effectivement une des premières découvertes. Une femme qui vit avec le VIH peut avoir un enfant sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est important aussi de rappeler ces messages pour aussi lutter contre la discrimination. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle qu'une personne sous traitement peut avoir une vie à peu près tout à fait même normale et vieillir, vous le disiez, avec le virus. Avoir aussi une vie sexuelle sans risquer de contaminer son partenaire, c'est important de le redire. C'est important de rappeler qu'il faut se faire dépister et puis, si on le peut, participer aussi d'actions, participer au financement de la recherche. Merci beaucoup, Florence Thune, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. La rédaction de France 24 continue à se mobiliser aujourd'hui en ce jour de journée mondiale de lutte contre le sida. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.